Très bien. Écoutez, Madame la Ministre, je vous propose que l'on commence cette audition. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'en avoir accepté le principe. C'est la première fois qu'une commission du Sénat procède à une audition en plénière et en visioconférence. Je disais en vous attendant à mes collègues que nous sommes à peu près 50 à être connectés, ce qui est donc pour le Sénat une première et un record. J'espère que la technique va suivre tout au long de l'audition. Cette audition, elle traduit la volonté du Sénat de continuer à exercer sa mission de contrôle en cette période que l'on sait particulièrement difficile. Nous avons souhaité que vous puissiez venir évoquer devant la Commission les sujets les sujets dont vous êtes en charge en cette période particulièrement difficile, comme je le disais. La question des transports ne sera pas aujourd'hui évoquée puisque vous avez souhaité qu'on réserve les questions relatives au transport à l'audition de votre secrétaire d'État qui interviendra la semaine prochaine. Néanmoins, les thèmes relevant de votre ministère ne manquent pas et les questions qui se posent autour de ces thèmes non plus. Nous aimerions vous entendre et mes collègues aimeraient vous interroger sur un certain nombre de sujets, parmi lesquels, bien sûr, celui des déchets, le fonctionnement du service public des déchets, la sécurité des personnels, la situation dans laquelle se trouve un certain nombre de secteurs, d'entreprises du secteur. Des questions également se posent sur la question du service public de l'eau et de l'assainissement. Des questions également sur la prévention des risques. En cette période de confinement, un certain nombre de problèmes se posent par rapport à la sécurité de sites industriels sensibles. Et puis sur les énergies renouvelables, si on peut que constater avec satisfaction, c'est au moins un effet positif que la consommation d'énergie diminue. La baisse du prix des hydrocarbures et de la tonne de CO2 laisse à craindre des arbitrages qui ne seraient pas favorables aux énergies renouvelables. Voilà, Madame la Ministre, quelques sujets d'actualité auxquels s'ajoutent évidemment des questions plus de sortie de crise, des questions plus tournées vers le moyen-long terme. Le président de la République a eu l'occasion de dire que rien ne sera plus comme avant, après cette crise sanitaire. Et on peut donc s'interroger sur le sens de cette phrase, notamment sur les dossiers qui relèvent de votre ministère. Beaucoup craignent que le plan de relance qui sera mis en œuvre à l'issue de cette crise ait des conséquences négatives sur l'écologie, le développement durable, la biodiversité. Et d'autres, au contraire, espèrent, nous en faisons bien sûr partie, que cette crise sanitaire permettra une prise de conscience salutaire par rapport à la prise en compte de la biodiversité, de l'écologie et du changement climatique. Un certain nombre d'études sont déjà présentées sur le fait que les pertes de biodiversité, notamment la déforestation, ne seraient pas sans conséquence sur le phénomène que l'on a vu apparaître il y a maintenant quelques mois et dont on subit aujourd'hui de plein fouet les conséquences. Voilà, Madame la Ministre, quelques éléments, quelques points que je voulais citer en introduction. Et bien sûr, je vous laisse la parole. Alors, à l'issue de votre audition, je donnerai la parole à mes collègues qui ont d'ores et déjà manifesté le souhait d'intervenir. Pour des questions techniques, les questions seront en audio pour éviter des risques techniques et pour éviter des temps de latence trop importants. Donc, à partir de maintenant, nous n'aurons plus en visuel que vous, Madame la Ministre, y compris pendant les questions qui seront posées par mes collègues. Voilà, je vous laisse tout de suite la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais tout d'abord saluer l'initiative de votre Président d'organiser ce temps d'échange. Je pense qu'on peut dire qu'on vit une période totalement inédite. Dans les secteurs dont j'ai la charge, il n'est pas rare de connaître des crises, mais là, on est sur une crise dont la dimension et l'incertitude quant aux modalités de sortie est tout à fait inédite. Évidemment, cette crise sanitaire, derrière cette crise sanitaire se dessine aussi une crise économique, financière, sociale, sans précédent. Donc, évidemment, ce sont des sujets dont on aura à tirer les conséquences
conséquences qui seront certainement durables. Alors, je pense important de pouvoir répondre à vos différentes interrogations, d'avoir aussi les remontées que vous pouvez faire à partir de ce que vous voyez très concrètement dans vos circonscriptions, et c'est évidemment toujours très précieux d'avoir ce retour de terrain. Peut-être partager avec vous quelques éléments. Tout d'abord, pour dire que sur les secteurs dont j'ai la charge, je crois qu'on peut aujourd'hui constater que les services essentiels sont aujourd'hui assurés. S'il y a de l'eau, quand on ouvre son robinet, de l'eau de qualité, de l'électricité, du gaz, si les ordures ménagères, les déchets sont ramassés, s'il y a des produits dans nos supermarchés, c'est parce que dans ces secteurs, il y a des femmes et des hommes qui sont au travail. Et je voudrais à nouveau leur rendre hommage à tous ces salariés qui continuent d'être sur le terrain. Mon rôle au ministère, avec mes secrétaires d'État, c'est bien de veiller à la continuité de ces activités et de protéger les travailleurs. Peut-être dire à cet égard que dans chacun de ces secteurs, et on aura certainement l'occasion d'y revenir, dans chacun des secteurs, les employeurs ont à réfléchir aux organisations de travail à mettre en place pour pouvoir à la fois assurer la continuité de l'activité, la continuité des services dont ils ont la charge, et en même temps assurer la protection des salariés, c'est-à-dire la mise en œuvre des gestes barrières qui sont préconisés globalement. Dans chacun de ces secteurs, là aussi sans doute on y reviendra, il peut y avoir des équipements de protection individuelle qui sont nécessaires. C'est le cas dans le domaine de l'eau, des déchets, de l'énergie, donc des équipements de protection individuelle, en particulier des masques qui sont utilisés en permanence. Évidemment, nous veillons avec chacune des filières à ce que ces équipements de protection individuelle soient disponibles. Et puis, le contexte particulier de l'épidémie peut amener à devoir recourir également à des protections, notamment lorsqu'on ne sait pas assurer que les distances minimales, la distance d'1 mètre, est garantie. C'est par exemple ce qui est actuellement le cas dans les centres de commande des centrales nucléaires, où, compte tenu du confinement et de l'impossibilité de garantir que les salariés restent à cette distance minimale d'1 mètre, l'EDF met en œuvre des protections, des masques chirurgicaux pour les salariés de ces centres de commande. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir filière par filière sur ces nouvelles pratiques qui sont mises en œuvre, qui pour certaines, je pense notamment aux grands opérateurs, aux opérateurs de services essentiels et aux opérateurs d'importance vitale, étaient largement prévues dans les plans de continuité d'activité dont disposent ces différentes entreprises. Peut-être partager un dernier point avec vous en introduction sur le fait que on entend parfois certains nous dire qu'il faudrait maintenir l'activité uniquement sur les secteurs essentiels, les activités essentielles. La crise que nous vivons, je pense, nous permet de mesurer à quel point on a une interdépendance entre les différents secteurs économiques. À titre d'exemple, on peut penser qu'une entreprise qui fabrique du scotch n'est pas prioritaire, mais si on veut demain avoir la possibilité de faire les cartons dont on a besoin pour l'acheminement des équipements, par exemple les masques pour nos hôpitaux, ou encore approvisionner nos magasins en proximité, on a besoin de ces cartons et donc de ce scotch. Et on voit un certain nombre d'interconnexions et d'interdépendances dont on n'a pas l'idée. Par exemple, moi j'avais été étonné d'une prise de parole de la présidente de la FNSEA lors de la première réunion de la Task Force économique qu'avait lancé le président de la République et qu'anime Bruno Le Maire, qui nous disait que la difficulté pour l'élevage de la fermeture des cimenteries.
Alors, il se trouve qu'effectivement, désormais, depuis qu'on ne fait plus de farine animale, les carcasses d'animaux qui sortent des abattoirs trouvent un point de chute dans les cimenteries. Et donc, on voit à quel point les chaînes peuvent être interdépendantes, y compris sur des dimensions que l'on n'imagine pas. Cela montre bien qu'on a besoin de la mobilisation de tous, à la fois les citoyens dans le respect du confinement, pour tous ceux qui peuvent télétravailler, et puis aussi la mobilisation de ceux nombreux qui doivent être sur le terrain pour permettre à notre pays de continuer à fonctionner. Pour en venir au secteur qui relève du ministère de la Transition écologique et solidaire, donc je le redis, les services essentiels que sont l'eau, l'énergie et les déchets fonctionnent globalement. Vous aurez l'occasion d'en reparler avec Jean-Baptiste Djebari, mais un mot rapide sur le secteur des transports. Dans le domaine des transports de voyageurs, en lien avec le confinement et la volonté de réduire les déplacements de longue distance, on a volontairement réduit l'offre. C'est le cas sur les TGV où l'offre doit représenter aujourd'hui 6% de l'offre normale. C'est évidemment le cas aussi sur l'aérien, où le transport aérien est à l'arrêt, quasiment à l'arrêt, avec uniquement une mobilisation dans le cadre des ponts aériens qui permettent de rapatrier les Français qui pouvaient être à l'étranger et d'assurer l'approvisionnement, notamment en masques et sur d'autres produits nécessaires à nos soignants. Sur le transport de marchandises, là encore, Jean-Baptiste Djebari vous en reparlera. C'est un secteur qui est mis à rude épreuve, je pense qu'on peut le dire, puisque toutes les chaînes logistiques sont amenées à être réorganisées. On voit bien que quand on a fermé la restauration scolaire et qu'à contrario, il faut plus d'approvisionnement alimentaire pour les magasins de proximité, c'est une réorganisation des chaînes logistiques très importante. Quand on a annoncé la fermeture des commerces et des établissements recevant du public, les stations-service, les aires de service avaient largement fermé. Donc, avec Jean-Baptiste Djebari, on s'est employé pour assurer des conditions de travail satisfaisantes pour les transporteurs routiers, les chauffeurs routiers, à faire rouvrir ces services indispensables, que ce soit en termes de sanitaire, d'alimentation, évidemment d'approvisionnement en carburant pour le transport routier. Et puis là encore, c'est un secteur qui doit qui doit revoir son organisation de travail, et le travail est en cours entre les organisations patronales et syndicales pour mettre en place une charte de bonnes pratiques dans le secteur, sans compter les textes qu'on a pu prendre, notamment sur les précautions particulières en termes d'hygiène, de désinfection dans le secteur, pour qu'il puisse continuer à fonctionner. Dans le secteur de l'énergie, la production et l'approvisionnement se poursuivent normalement. Moi, je suis avec attention les différents opérateurs et acteurs du secteur. Je suis aussi attentive aux conséquences à plus long terme de la crise. J'ai rencontré cette semaine les acteurs du nucléaire, des renouvelables, du gaz ce matin, de la chaleur demain, et puis je verrai également les acteurs du pétrole. Ma vigilance particulière, c'est sur l'activité de bâtiments et travaux publics qui sont indispensables à ce secteur. On a besoin de ces activités, notamment pour la maintenance de nos réseaux, de nos centrales nucléaires, de nos éoliennes. Du coup, le travail est également en cours, comme vous l'avez peut-être vu sortir dans les médias, avec la filière du bâtiment et des travaux publics, pour que les chantiers, en particulier ceux qui sont indispensables à la poursuite des services essentiels, que les travaux puissent se mener, là encore, en assurant bien sûr la sécurité des salariés. Peut-être rappeler que dans le cadre des mesures prises lors de la loi d'urgence, nous avons également eu des dispositions qui concernent les factures d'énergie et d'eau, j'y reviendrai plus tard. Pour l'énergie, nous avons prolongé la trêve hivernale de 2 mois, donc jusqu'au 31 mai, ce qui permet d'interdire les coupures pour tous les consommateurs et d'interdire la limitation de puissance pour les consommateurs bénéficiant du chèque énergie. Et des dispositifs similaires ont été mis en place pour les entreprises, avec notamment l'interdiction de coupure et de baisse de puissance pour les entreprises qui sont éligibles au fonds de solidarité.
Et on a également, donc en permettant la suspension du paiement des factures pour ces entreprises, il est également prévu de réétaler ces paiements sur une durée au moins égale à 6 mois après la fin de l'état d'urgence. Dans le secteur de l'énergie, là aussi, on pourra y revenir, mais on est amené à prendre un certain nombre de mesures pour les projets d'énergie renouvelable pour qu'ils ne soient pas pénalisés par les délais supplémentaires nécessaires pour les travaux et les raccordements. Évidemment, moi, je ne perds pas de vue nos ambitions de transition écologique, notamment énergétique. Dans le secteur des déchets, la production de déchets, toutes activités confondues, est plus faible qu'en période normale, en raison notamment de la baisse des déchets issus des activités économiques. On constate une baisse de 50% sur le secteur des déchets industriels. C'est ce qu'on observait la semaine dernière sur ce secteur des déchets industriels. On est à une baisse de 80% pour les déchets de chantier et les chiffres qui nous sont donnés par le SICTOM qui couvre la métropole du Grand Paris sont également d'une baisse de 25% pour la collecte des ordures ménagères. Le maintien des collectes, les collectes d'ordures ménagères est maintenu sur tout le territoire. De la même manière, la collecte et le traitement des DASRI, donc les déchets d'activité de soins à risque infectieux, la collecte et le traitement en filière d'élimination de déchets dangereux est assuré. On a évidemment une vigilance particulière sur ce point, avec des volumes qui augmentent, en particulier dans les régions les plus touchées, comme par exemple le Grand Est et l'Île-de-France. Avec Brune Poirson, nous avons un point régulier avec les acteurs de la filière pour les accompagner pendant cette période de crise, pour qu'ils puissent continuer à exercer leur activité qui revêt un caractère essentiel, y compris en termes de salubrité publique. Nous travaillons avec eux au quotidien pour trouver des solutions. Par exemple, nous avons communiqué depuis le 27 mars sur les bons gestes pour l'élimination des mouchoirs, gants et masques qui ne doivent pas être jetés dans la poubelle jaune. C'est évidemment important pour les agents qui sont ensuite chargés de la collecte et du tri de ces déchets. Et on a eu l'occasion dans l'ensemble des FAQ, des foires aux questions, de préciser ces points. Également, on a pu préciser que dans les sorties autorisées, le fait de porter des déchets au point d'apport volontaire fait évidemment partie des sorties autorisées, l'apport du verre étant important pour maintenir l'activité de nos fours verriers. À ce stade, on doit avoir 60% des centres de tri qui est en activité. On a des échanges avec la filière sur le maintien de ces centres de tri. Je pense qu'il est important d'avoir en tête que le fonctionnement de ces centres de tri est nécessaire pour l'alimentation des chaînes de production en papier, carton et plastique recyclés, qui eux-mêmes sont nécessaires pour le secteur agroalimentaire. Dans le secteur du traitement de l'eau, il n'y a pas non plus de difficulté dans la continuité des activités. Avec Emmanuel Vargon, nous sommes en contact continu et très étroit avec les acteurs du secteur pour répondre à leurs préoccupations et s'assurer qu'ils anticipent bien toute difficulté. Le secteur a notamment demandé à bénéficier de modalités facilitatrices en matière de déclaration, de délai de déclaration et de paiement des redevances aux agences de l'eau, et nous sommes en train de répondre à cette demande. De plus, mon ministère a veillé à ce que la loi d'urgence permette de répondre à plusieurs inquiétudes exprimées par la filière. Ça vaut pour l'eau comme ça vaut pour d'autres activités, notamment sur des délais adaptés en termes d'autorisation environnementale, dans la transmission de données ou dans la conduite des marchés publics. Peut-être un point particulier qui a été soulevé, qui est la question des épandages des bouts de stations d'épuration, sur lequel un avis de l'ANSES a été rendu, qui préconise de ne répandre que les bouts hygiénisés, une instruction au préfet pour mettre en œuvre cette recommandation. Comme pour le gaz et l'électricité, je précise qu'une facilité de paiement des factures d'eau potable pour les petites entreprises en difficulté a été mise en place. C'est également un enjeu important pour les très petites entreprises qui ont pu voir leur chiffre d'affaires baisser de façon très significative ou dont l'activité est tout simplement interrompue.
Un mot pour terminer sur les collectivités locales. Elles sont évidemment des partenaires essentiels de l'État dans cette période de crise. Moi, j'ai des échanges réguliers avec leurs associations représentatives qui sont systématiquement associées aux entretiens réguliers que je peux avoir avec la filière. Les collectivités sont en première ligne sur la fourniture de ces services essentiels, que ce soit sur la question de l'eau, des déchets, ou encore sur l'organisation de la mobilité. Je pense que c'est important qu'on puisse les accompagner au mieux dans ces missions pour les aider à adapter elles aussi leur process en tenant compte des consignes de sécurité sanitaire. Par exemple, nous avons saisi l'ANSES sur les équipements nécessaires dans les stations d'épuration, d'assainissement, et l'ANSES a pu nous confirmer qu'il n'y avait pas d'exigence supplémentaire par rapport aux règles habituelles. Ensuite, nous nous assurons aussi que dans les besoins de masques, notamment en tant qu'équipement, en tant qu'EPI, équipement de protection individuelle, les grands opérateurs viennent bien en appui des petits, que ce soit les grandes entreprises privées ou les grandes régies, pour aider les opérateurs à bénéficier de ces équipements de protection individuelle qui sont indispensables dans la période actuelle, comme tout au long de l'année. Enfin, les collectivités locales ont évidemment un rôle important, en tant que donneuses d'ordre, et elles peuvent à ce titre soutenir la vie économique et les entreprises locales. C'est pour ça que nous élaborons dans le domaine du BTP un guide de bonne pratique pour permettre de relancer les chantiers urgents, pour continuer à assurer la maintenance des réseaux et les mises en sécurité et réparation qui sont indispensables. Voilà, donc concrètement, sur l'ensemble de ces secteurs, je pense qu'on peut saluer le professionnalisme et l'engagement des salariés qui permet que ces services essentiels à la vie de notre pays soient aujourd'hui assurés, avec évidemment une garantie pour les salariés que les conditions de leur sécurité sont bien assurées. Merci beaucoup, Madame la Ministre.